Oui, bonjour à tous. Je suis Étienne Lemarié, directeur général adjoint de la CIDMEF, et on est heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette conférence AUF CIDMEF intitulée Revue prédatrice, une menace pour la diffusion scientifique validée. Autour de cette table aujourd'hui, nous aurons trois intervenants. Nous aurons d'abord Daniel Rodrigue, pardon, excusez-moi. Nous aurons d'abord Hervé Maisonneuve. Hervé Maisonneuve est un spécialiste de l'intégrité, appelons cela l'intégrité scientifique, des revues prédatrices, et il interviendra en premier. Nous aurons ensuite Maude Laplante-Dubé, qui est bibliothécaire aux communications savantes à la direction du soutien à la recherche universitaire, bibliothèque de l'Université Laval à Québec. Également, Maï Samaha, qui est directrice de la bibliothèque des sciences médicales de Beyrouth, au Liban. Je vous prie d'emblée d'excuser Daniel Rodriguez, qui est président d'Elsevier Masson France, président également du syndicat de la presse et d'édition des professions de santé, qui devait être avec nous aujourd'hui et qui a eu un empêchement de dernière minute. Nous vous prions de l'excuser. Alors, sans plus attendre, nous allons commencer donc avec Hervé Maisonneuve, qui va débuter l'intervention en présentant ce que sont les revues prédatrices, comment les reconnaître et quelles sont les dispositions pour lutter contre les revues prédatrices. Hervé, la parole est à toi. Bonjour, je vous remercie. Je suis Hervé Maisonneuve, je suis médecin, je vous parle de France et depuis un certain nombre d'années, je fais essentiellement de la formation en rédaction et à ce titre, j'ai pas mal travaillé sur les revues prédatrices. Ce que je vais vous présenter est un partage d'un groupe de travail dont vous voyez les noms s'afficher sous l'égide de la CIDMEF, de l'AUF, du syndicat de la presse des éditions de santé en France et du CAMES. On a préparé un certain nombre de documents pour présenter succinctement les revues prédatrices. Alors, de façon relativement récente, une définition, après plusieurs années de discussion, a été faite par un groupe extrêmement grand d'experts. Les revues prédatrices privilégient l'intérêt personnel, l'intérêt de la revue, essentiellement. Donc c'est un intérêt de la revue. Elles ne priorisent pas du tout l'érudition, l'enseignement, la communication. Ce n'est pas leur objectif immédiat. Elles peuvent véhiculer des informations fausses ou trompeuses. Elles ne respectent pas les bonnes pratiques de publication. Elles manquent de transparence parce que quand on va sur les sites, on ne trouve pas énormément d'informations. Et elles ont recours à des pratiques de sollicitation agressive et sans discernement. Donc les chercheurs qui ont déjà publié et dont leur nom est dans une base de données vont recevoir souvent, presque tous les jours pour certains, des emails de ce type. Ça, c'est un email que moi je reçois. Ce sont des emails qui arrivent, qui sont plutôt très flatteurs, c'est-à-dire qu'on dit on a besoin de vous pour être dans le journal. Nous vous informons que notre journal ici de General Practice accepte les articles et vous voyez déjà le jargon. Le journal de médecine générale, il accepte des articles en chirurgie, en infirmier, en médecine de famille, en anesthésie. Donc vous voyez déjà que ce n'est pas cohérent. Alors bien sûr, on vous flatte. Nous pensons que votre expertise, votre savoir va aider le journal à croître. Et puis aussi, dans le même temps, on vous donne souvent des deadlines. On vous dit il faut que ce soit avant la fin du mois, parce que comme ça, vous serez sûr d'être publié. Mais si vous êtes en retard, on acceptera quand même. Donc voilà le type d'email que les chercheurs reçoivent. Et celui-ci est très simple, parfois c'est plus long, avec, ici vous voyez, il est signé par Alina, donc on ne sait même pas qui c'est, et avec un email qui a été inventé. Ici, j'ai inventé un email. Alors, il faut savoir qu'une revue légitime, j'appelle par légitime toutes ces revues à comité de lecture, prend plusieurs mois et nécessite plusieurs mois pour publier un article. C'est tout un chemin depuis l'auteur qui va soumettre à un comité de rédaction. Il va y avoir une revue par les pairs, c'est-à-dire des relecteurs externes.
puis une décision, des retours à l'auteur, et ensuite ça ira au lecteur. Parfois, l'article peut être rejeté. Ce processus, qui est le processus normal, qui va prendre en général 6 mois, voire 9 mois, quand c'est une revue prédatrice, tout va vite. En quelques jours, on vous dit que tout a été fait. Et souvent, la publication est faite sous un mois après la soumission. C'est-à-dire qu'on vous fait croire qu'on fait le même travail, mais en fait, ça va directement de l'auteur au lecteur. J'ai repris et traduit un témoignage d'un rédacteur en chef d'une revue prédatrice à laquelle j'avais écrit. C'est un Américain et je lui avais dit comment ça se fait que vous soyez là. Et lui-même me répond, et c'est une partie de sa réponse: je les ai contactés par inadvertance, ensuite ils m'ont demandé de faire partie de leur comité de rédaction. J'ai pas répondu et c'est un collègue qui m'a dit que j'étais sur ce comité avec une vieille photo prise sur Internet. Ils m'ont envoyé des articles très mauvais, je leur ai fait part de mes réactions. Ils les ont quand même publiés. Je leur ai envoyé plusieurs courriels pour me retirer de leur comité, mais j'ai jamais reçu de réponse. C'est une revue prédatrice, attention, faites très attention. Ça, donc, même au-delà des auteurs, des experts se retrouvent sur des comités de rédaction sans l'avoir voulu. Je ne vais pas vous montrer les probablement 13 000 revues prédatrices existantes. J'ai pris juste quelques articles, vous pourrez aller les voir, d'une revue prédatrice, et j'ai volontairement pris des articles de France. Parce que si vous voulez, les auteurs viennent de tous les pays. Il y a des Américains, il y a des Français aussi. J'ai pris de France parce que, bien sûr, il y a beaucoup d'Afrique, mais il ne faut pas croire que c'est un phénomène qui est réservé à un certain nombre de pays qui n'auraient pas accès aux grandes revues. Tout le monde. Donc ici, vous voyez des articles dont la qualité est difficile à juger, mais qui ont été publiés directement dans des revues prédatrices. Et là, par exemple, sur cette revue, si vous alliez prendre le lien que je vous ai mis là, vous aurez nos diapos, vous auriez 45 articles d'auteurs français dans cette revue. Alors, pourquoi il y a des revues prédatrices? Il faut comprendre que le modèle des revues, jusqu'aux années 2000, 2002 essentiellement, a été celui que nous connaissons encore dans certains cas, c'est-à-dire que des chercheurs soumettent à un comité de rédaction un manuscrit, il y a, et on l'a vu tout à l'heure, cette évaluation par les pairs, et ensuite, ça va au lecteur, mais au lecteur abonné. Ça, c'était l'ancien temps, jusqu'à 2002. Puis sont arrivées à partir de 1995 et après, les nouvelles technologies qui ont fait apparaître, dans les années 2005, un nouveau mode de publication pour lequel on appelle sous le jargon Open Access, pour lequel l'objectif est que le lecteur ait gratuitement le contenu de la recherche. Et pour que le lecteur ait gratuitement ce contenu de la recherche, le modèle, il s'appelle Gold, ou Voie dorée en français. Le chercheur soumet dans ce modèle Gold à un comité de rédaction qui fonctionne pareil, ce sont des revues légitimes, mais quand le comité de rédaction a décidé de publier, l'auteur va payer ce qui s'appelle des frais de traitement des articles. En anglais, on dit APC, APC, Article Processing Charge, qui sont relativement élevés puisque c'est 1000, 2000, 5000 $. Et certains d'entre vous ont déjà vu ces revues qui vous demandent 3000 $, 3000 €, en trouvant ce coût bien sûr excessif, mais c'est un coût qui fait que votre article devient hors abonnement et devient consultable sur le net gracieusement et gratuitement. Mais vous voyez que dans ce modèle, c'est plus le lecteur qui est le payeur. C'est-à-dire, c'est plus le lecteur qui s'abonne et qui achète, c'est l'auteur. Donc, des ingénieurs, aujourd'hui plutôt concentrés en Inde, dans les années 2010, 2008 à 2010, vous voyez, se sont dit, mais attention, on pourrait faire peut-être le même travail, c'est-à-dire créer des revues, et ils ont créé des revues qui aujourd'hui portent ce jargon de revues prédatrices. La plupart sont autour de Bombay, c'est-à-dire qu'ils créent dans la nuit une revue, ils prennent une revue existante, moi j'ai en tête Chest, qui est une grande revue de pneumologie, on fait dans la nuit Journal of Chest.
on prend des mêmes polices de caractère, on vole des articles, et c'est parti. On sollicite des pneumologues par des emails, on leur dit « Attendez, venez chez nous, nous on fait aussi de l'open access, mais par contre vous aurez une publication rapide. » Les comités de rédaction sont factices, les relecteurs, ce processus de peer review est factice, le refus n'existe pas, et on va vous demander des frais de traitement des articles réduits. Par réduit, on va vous dire c'est 200 €. On vous dira souvent c'est 500, mais si vous discutez, on aura 200 €. C'est-à-dire, nous faisons officiellement le même travail, mais au lieu de demander de 1000 à 5000 $, on vous en demande 200, et sous réserve que vous payiez ces 200, sous 10 jours, 15 jours, un mois au maximum, votre article sera publié. Alors, il faut aussi bien comprendre que derrière tout ça, je ne suis pas en train de dire que ce ne sont que des mauvaises recherches qui sont publiées. Il peut y avoir de très bons articles. Donc, c'est en compétition avec le système des revues légitimes, qui sont de l'open access, qui font faire payer 1000, et on a créé toutes ces revues prédatrices. Et avant que je passe la parole aux autres personnes, je vais juste terminer sur une diapo avec énormément de questions que je me pose. D'abord, la première question, est-ce que c'est illégal? Tant qu'ils ne font pas de plagiat, tant qu'ils ne volent pas, tant que c'est peut-être de l'escroquerie, mais ils ont peut-être le droit de le faire. Pourquoi les chercheurs soumettent des manuscrits aux revues prédatrices? Combien de sollicitations reçoivent ces chercheurs? Comment les reconnaître, ces revues prédatrices? Qu'est-ce que c'est qu'une liste noire, une liste blanche? Comment faire quand mon article a été publié dans une revue prédatrice? Ce sont des questions que vous vous posez. Est-ce que les revues prédatrices sont mentionnées dans les codes de conduite? Et que faire pour contrer les revues prédatrices? Qui peut agir? Étienne, j'ai ouvert le débat, je te relaisse la parole et j'arrête mon partage d'écran. Merci beaucoup Hervé pour cette ouverture très large. Pour l'instant, il n'y a pas de questions, ce qui est un peu normal parce qu'on est au tout début. Alors, je pense que Maude a pu se connecter. Je la vois d'ailleurs à l'écran. Maude, est-ce que vous voulez bien continuer? Et elle va mettre son micro, voilà. Oui. Oui, je peux continuer. Je viens juste de me connecter. Est-ce que je peux partager mon écran? Oui. Oui, OK, super. Ça ne sera pas très long. On a eu quelques pépins techniques. Alors, voilà. Je vous partage mon écran. Désolée pour les petits délais. D'accord. Alors, je vous partage mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, il arrive. Non, je crois que vous ne voyez pas le bon. Là. On ne voit pas ton écran, on voit ton... voilà. L'écran de ton ordinateur. Voilà, très bien. Alors, vous voyez l'écran, sensibiliser les chercheurs au phénomène des éditeurs prédateurs? Absolument. Super. Alors, je peux y aller? Oui. OK. Alors, bonjour. Alors, moi, je suis Maude Laplante-Dubé, bibliothécaire aux communications savantes à l'Université Laval au Québec, au Canada. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de notre approche de sensibilisation à l'Université Laval pour les chercheurs et aussi, surtout, pour les étudiants qui seront de futurs chercheurs, pour les prémunir contre le phénomène des éditeurs prédateurs. Donc, quelles sont nos approches et nos outils? Alors, quelques constats avant d'aller plus loin là, dans cette approche-là et de parler plus spécifiquement de ce qu'on fait avec les chercheurs et les étudiants-chercheurs à l'Université Laval. Donc, quelques constats. La pression à publier, conjuguée aux politiques gouvernementales de libre accès,
peut rendre les offres des éditeurs prédateurs très alléchantes. Donc, comme vous l'avez entendu tout à l'heure par Hervé, les éditeurs prédateurs profitent du modèle de publication, du modèle d'affaires de publication en libre accès où on demande à l'auteur de payer. Et récemment, ben, on a vu d'une part, une pression de plus en plus grande à produire, à publier de plus en plus, et aussi l'arrivée de politiques gouvernementales où on demande aux chercheurs de publier dans des revues en libre accès parce que le gouvernement souhaite que la recherche soit diffusée en libre accès. Donc, ça peut rendre les offres des éditeurs prédateurs d'une certaine manière alléchantes pour les chercheurs. Le modèle des éditeurs prédateurs est multiforme et en constante évolution. Donc, il n'y a pas un modèle unique. C'est très, il y a des éditeurs prédateurs qui peuvent être plus ou moins professionnels. D'autres éditeurs prédateurs peuvent avoir des méthodes ou des pratiques qui peuvent sembler très professionnelles, mais en arrière, on sait très bien que le travail ne se fait le travail ne se fait pas. C'est pas un éditeur ou une revue qui est sérieuse, mais elle essaie de tromper les chercheurs en ayant une façade qui peut paraître très professionnelle et c'est en constante évolution. On voit que les éditeurs ou les revues prédatrices s'adaptent très vite pour pouvoir avoir des pratiques qui peuvent sembler des pratiques professionnelles, mais qui ne sont pas en réalité. Ensuite, les chercheurs reçoivent énormément de sollicitations et, comme vous le savez, dans la vie d'un chercheur, il y a beaucoup de choses à faire, donc on a peu de temps pour faire des vérifications approfondies et pouvoir analyser vraiment en profondeur les pratiques d'une revue pour vérifier si réellement c'est une revue sérieuse ou pas. Et enfin, les étudiants sont parfois peu outillés lorsque vient le temps de choisir une revue pour publier. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu ou pas de formation, disons, offerte aux étudiants sur la compréhension de l'écosystème de publication savante, notamment comment fonctionne une revue, comment on fonctionne dans une revue, quel est le processus de publication, toutes les étapes, à quoi on devrait s'attendre d'une revue aussi lorsqu'on publie dans une revue. Alors, cette formation-là et ces compétences-là ne sont pas nécessairement toujours incluses dans le cursus universitaire des étudiants. Donc, les étudiants sont peu outillés lorsqu'ils arrivent, les étudiants-chercheurs, à faire leur première publication. Donc, notre approche à l'Université Laval, à la bibliothèque, c'est de sensibiliser et de former autant les étudiants que les chercheurs, mais on axe beaucoup sur les étudiants puisque ce sont les futurs chercheurs et on veut bien les préparer à naviguer dans cet écosystème de la publication savante. Donc, ce qu'on fait, ce qu'on a comme approche, c'est de les former, de les sensibiliser au processus de publication et aux bonnes pratiques de publication. Donc, pour qu'ils soient à même d'identifier les bonnes revues et de pouvoir les distinguer des mauvaises revues ou des revues avec des pratiques un peu discutables. Donc, c'est une approche qui est un peu plus, disons, positive. On comprend comment on fait de la bonne publication et comme ça, on peut éviter les endroits où les pratiques sont plus ou moins professionnelles ou plus ou moins adéquates. Ensuite, on explique aussi, lors de ces formations-là, on explique toujours aussi ce qu'est le mouvement du libre accès. Ça permet aux étudiants de comprendre dans quel contexte sont nées les revues prédatrices et qu'elles ont un modèle d'affaires qui profite d'un des modèles de libre accès, qui est le modèle auteur-payeur, mais que ce modèle-là n'est pas un modèle en soi qui est mauvais. Donc, il faut savoir distinguer les revues en libre accès, qui sont les revues prédatrices, des bonnes revues ou des revues en libre accès qui ont des bonnes pratiques. Et on en profite en même temps pour leur expliquer qu'il y a d'autres moyens de diffuser en libre accès que les revues en libre accès. On peut aussi déposer les articles sur un dépôt institutionnel qui permet de diffuser aussi l'article en libre accès. Et donc, l'étudiant est plus à même de choisir le mode le plus approprié pour lui pour faire de la diffusion en libre accès. Ensuite, on offre aussi des outils qui permettent à l'étudiant de développer son esprit critique face aux revues qui peuvent lui faire des offres ou face à son choix de revues lorsque vient le temps pour lui de publier.
Alors, les outils qui sont développés, on en a, en fait, c'est dans cet esprit-là qu'on a développé l'outil avec le sous-groupe de travail dirigé par Dr. Tremblay. Donc, dans le sous-groupe, nous avons développé des outils qui vont dans ce sens, donc qui vont aider les étudiants et les chercheurs à développer leur esprit critique. Il s'agit d'une liste de vérification. En fait, on s'est inspiré d'une liste de vérification qui a été produite à la base par l'Université de Toronto. Et qu'est-ce qu'elle fait, ces listes de vérification-là? Elle donne, sous forme de grille d'analyse, différents éléments à aller vérifier lorsqu'on est sollicité par une revue ou lorsqu'on veut publier dans une revue pour voir si cette revue-là a des pratiques, des bonnes pratiques. Est-ce qu'elle respecte les standards auxquels on devrait s'attendre dans le monde de la publication savante? Donc, ce que je vous présente à l'écran, c'est à gauche, vous avez le dépliant. Le dépliant, je vous présente seulement la page couverture dans laquelle vous allez trouver les différents éléments à vérifier. Et c'est un dépliant qui peut être joint, plié, donc pour le joindre et faire de la promotion à ces questions-là dans différentes circonstances. On a fait aussi une version poster, donc une version abrégée avec les mêmes éléments qu'on retrouve dans le dépliant et qu'on peut utiliser aussi pour faire de la sensibilisation et de la promotion auprès des chercheurs. Donc, vous voyez, on commence dans les deux cas par la définition des revues prédatrices. Qu'est-ce que c'est une revue prédatrice? Comment je la reconnais? Quel élément sur lequel je dois attirer mon attention pour voir s'il y aurait des indices qui me diraient ah, ben peut-être que cette revue-là serait à éviter. Ce dépliant-là a été largement diffusé dans nos réseaux. Peut-être même vous avez vu passer un courriel ou en tout cas de l'information concernant cet outil de prévention. On a aussi Daniel Rodriguez qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, a travaillé avec nous sur ce dépliant-là et a permis notamment la mise en page et avec Elsevier France, on a intégré le poster dans certaines revues d'Elsevier, des revues francophones, donc où on a inclus le poster pour en faire la promotion. Et finalement, le dernier point à aborder, c'est dans notre approche à l'Université Laval, c'est qu'on offre aussi des diagnostics personnalisés pour les chercheurs qui en font la demande. Donc, souvent, on va recevoir des courriels de chercheurs et avec eux, on fait un diagnostic sur la revue qui les a sollicités ou sur la revue sur laquelle ils ont des interrogations. On va aller avec eux là, évaluer en profondeur cette revue-là et pointer là, justement les points qui peuvent être suspects. Et comme ça, on est dans une démarche où on est vraiment au cas par cas, mais où on peut, avec le chercheur, discuter des éléments et l'amener dans une réflexion où il va peut-être être attentif à certains éléments dans ses prochaines démarches de publication. Et c'est vraiment quand même important de faire ça avec les chercheurs dans le sens où chacune des revues a des pratiques différentes et c'est jamais les mêmes éléments qui reviennent d'une revue à l'autre. Donc, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que si c'est impossible d'avoir une liste et de juste s'arrêter à la liste, il faut quand même aller plus loin et voir quels sont les éléments qui sont problématiques et savoir développer les compétences pour les reconnaître. Donc voilà. Merci pour votre attention. Eh bien, merci Maude. Écoutez, il y a déjà des questions, mais on va peut-être les regrouper si vous voulez bien. Et écoutez d'emblée Maïsama. On va passer de Québec à Beyrouth maintenant. Et Maïsama va compléter par des exemples qu'elle a préparés pour montrer la bonne approche. Maï, tu as la parole. Oui. Oui. Alors, je suis au Liban, je vous parle du Liban. Je vous présente un tout petit peu le côté pratique
comment vérifier ou trouver, comment éviter aussi les revues prédatrices. Après, voilà, tout ça, ça figure dans le dépliant qui a été distribué. Le site qui est vraiment important à consulter avant de soumettre un article, c'est le site Think, Check, Submit. Alors, pensez, il faut bien penser où envoyer ou publier votre article. Vérifiez. Il y a des questions dans cette partie-là. J'ai mis l'adresse en dessus de la page. Vous pouvez vérifier, répondre à quelques questions, à des questions spécifiques avant de soumettre à la fin, submit votre article. Ce site est très important. Il récupère des questions sur différents sites aussi importants à consulter avant de soumettre, comme le site COP, qui fournit une réflexion sur l'éthique de la publication. J'ai mis les adresses au-dessus de chaque page, c'est les pages, vous pouvez les consulter plus tard. Il y a le ICMJE, c'était pour les recommandations, pour la conduite, la rédaction et la publication des travaux scientifiques dans des revues médicales. Là, vous avez l'INAS, c'est pour aider les scientifiques et les institutions du Sud à produire et partager leurs recherches. Vous avez aussi tous ces sites sont importants à consulter. Le OASPA, c'est un libre accès pour communication des résultats scientifiques. Et le dernier WAM, celui-là, c'est l'Association d'éditeurs du monde entier qui favorise la formation et la coopération aux éditeurs de revues médicales. Alors, ce que je vous propose ici aussi encore, des exemples, comment et où vérifier l'indexation d'une revue. Si la revue est indexée, pour vous aider un peu à vérifier, au moins avant d'envoyer, de soumettre votre article. Si vous allez sur la page de PubMed, vous avez ici en bas à droite un lien à Journals Database. Vous cliquez sur ce lien, vous arrivez à la page là où vous pouvez mettre, j'ai mis ici un exemple, la revue du praticien. Si je veux publier un article dans la revue du praticien, je vérifie en bas, quand je clique sur la page, il me donne les instructions, les informations sur cette revue. J'ai les abréviations et à la fin, en bas, il me dit que cette revue est indexée dans Medline. Là, je suis tranquille que cette revue est indexée, je peux soumettre mon article à cette revue. Un deuxième exemple, là, il faut avoir un abonnement à Scopus. C'est de chez Elsevier. Nous avons l'abonnement à notre université. On conseille nos enseignants de consulter ce site avant de publier pour éviter certainement les revues prédatrices et avoir une idée un peu de l'impact factor du site score qu'ils peuvent trouver là. Alors, sur cette page, il faut cliquer dans sélectionner ici Source Title pour choisir Source Title, le nom de la revue. On ajoute ensuite à côté le titre de la revue. J'ai mis ici Revue d'épidémiologie et de santé publique, juste à côté de... Ici, on choisit Source Title et on met le titre de la revue. Alors, j'ai choisi Revue d'épidémiologie et de santé publique. Je reçois... Là, on peut aussi chercher des articles et retirer de textes intégraux de chez Elsevier si nous sommes abonnés. Alors, il me donne la réponse de plusieurs articles dans cette revue. Mais ce que je fais pour retrouver le site score, je clique sur la revue ici. Je remarque qu'il y a des articles de 2021. En cliquant sur le titre, j'arrive à la page qui me donne le site score. Ça, c'est le site score important. C'est comme l'impact factor dans JCR. On va voir le dernier, mais je n'ai pas d'accès malheureusement. Alors, on se contente ici que cette revue est bien indexée et elle a un site score. On peut soumettre notre article à cette revue. Pour tout ce qui est Open Access, nous avons un site
DOAJ, le Directory of Open Access Journals. On peut mettre ici pour vérifier les revues en libre accès et ils ont créé un directory spécial pour consulter ces titres-là. Vous pouvez mettre le titre de la revue ici et retrouver, si la revue est là, vous avez tous les détails, les informations, les contacts, et on peut être tranquille que notre revue est bien indexée et on peut soumettre notre article à cette revue. À la fin ici, il y a le site important aussi de Web of Science de chez Clarivate. Il faut cliquer sur Journal Citation Reports. Malheureusement, l'abonnement est arrêté à cause de la situation ici à Beyrouth. On essaie de se contenter uniquement de Scopus pour le moment. On négocie un peu les prix pour voir s'ils peuvent nous offrir ça, mais malheureusement, on n'arrive pas à obtenir l'accès. D'habitude, en cliquant sur le JCR ici, vous avez une ligne de recherche. Vous ajoutez le titre de la revue et vous obtiendrez l'impact factor de la revue. Et ensuite, à la fin, il y a la liste de l'African Journals Online. Vous avez toute une liste, vous pouvez chercher pour toutes les revues en Afrique, indexées en Afrique sur le site. Et j'ai ajouté à la fin aussi mon email au cas vous aurez besoin d'une information, d'une vérification. Je serai prête aussi à aider les chercheurs pour s'assurer de la publication. Alors, mon expérience à la bibliothèque chez moi en tant que bibliothécaire, il y a 4-5 ans, j'ai lu quelque part dans un article de bibliothéconomie qu'il y a sur le marché des revues prédatrices. J'ai ajouté, parce que je donne des formations à nos étudiants, comment chercher les bases de données à l'université, tout ça. J'ai ajouté juste une remarque à la fin, parce que je n'avais pas tous ces détails, et maintenant on a le dépliant entre les mains, on a un document précieux à donner, à expliquer même aux chercheurs. Alors, j'ai commencé à donner une remarque à nos étudiants de faire attention avant de publier, de vérifier si la revue est prédatrice, parce qu'il y a sur le marché des revues trompeuses. Faites attention à ça, et qu'il faut vérifier Scopus, PubMed et tout ça, etc. Une fois, j'étais en formation, une étudiante me dit « Merci beaucoup, madame, parce que vraiment, ma revue, je ne l'ai pas trouvée, c'est-à-dire c'est une revue prédatrice. » Alors, c'est comme ça, en tant que bibliothécaire, il faut, et depuis que je fais cette remarque, je reçois beaucoup d'appels de nos enseignants, de nos étudiants qui me contactent pour s'assurer comment faire avant de soumettre un article, pas en médecine, mais surtout en médecine dentaire, pharmacie, d'autres enseignants qui prennent mon avis. Le rôle de bibliothécaire est vraiment très important à ce niveau. Pour diffuser cette information et être un recours pour conseiller les gens à soumettre ou soumettre leur article. Et je vous remercie. Merci. Oui, merci Maya. Avant de passer la parole à Yves Tremblay, je voulais simplement, pour faire la liaison, vous poser une question. Ouais. À vous deux. Vous avez des visiteurs dans votre bibliothèque. Est-ce que réellement les étudiants, les chercheurs ont conscience du problème des revues prédatrices? Moi, je dirais qu'à l'Université Laval, oui, les gens ont conscience de ce problème-là, ne serait-ce parce qu'on reçoit beaucoup, en tout cas des chercheurs, on reçoit souvent des courriels nous demandant est-ce que le courriel que j'ai reçu d'une revue, est-ce que c'est une revue sérieuse? Donc, de plus en plus, les chercheurs ont le réflexe de s'adresser à nous pour ça. Mais je dois dire que dans notre contexte, c'est que le vice-rectorat à la recherche, ou l'équivalent d'un bureau de la recherche à l'Université Laval, est très soucieux aussi de ces questions-là. Il a fait à sensibiliser ou a fait de la promotion auprès des chercheurs de l'Université Laval pour les sensibiliser à cette question-là.
notamment dans le cadre des interventions sur l'éthique et la conduite responsable de la recherche. On a une politique à l'Université Laval pour la conduite responsable de la recherche. Et les chercheurs sont encouragés à s'adresser à la bibliothèque pour avoir du soutien. Donc oui, de plus en plus depuis quelques années. Et je vous dirais que de plus en plus, on a des demandes de chercheurs qui veulent avoir de professeurs, en fait, avec leurs étudiants, veulent avoir des formations pour les étudiants sur ces phénomènes-là. Même chose chez nous. Hein. Moi, je reçois beaucoup d'enseignants, des chercheurs qui me demandent depuis que j'ai dû diffuser cette information. Parce qu'à chaque fois, j'avais fait une formation aux enseignants pour les bases de données, parce que souvent, on a des questions et ils n'assistaient pas à des formations. J'ai fait une formation aux enseignants, surtout en sciences médicales et non pas les médecins. Il y avait quelques médecins qui ont assisté à cette formation. Et depuis que j'ai parlé des revues prédatrices, je reçois de plus en plus de demandes, de questions, des emails et de visites avant de soumettre. Ils veulent s'assurer, quand je leur dis que c'est OK, vous pouvez soumettre cet article, ils sont sûrs. Une fois, un dentiste vient me demander à propos d'une revue, c'était très proche, comme l'exemple que Hervé avait montré avant. International Journal of Oral Sciences, il y avait juste un S, la différence était un S. Je lui ai dit que non, cette revue est prédatrice, la revue juste c'est sans S, International Journal of Oral Sciences. Et juste, il y avait un S à enlever pour être envoyé à la bonne revue et non pas la trompeuse. Ben écoutez, donc, manifestement, aussi bien à Laval, à Québec qu'à Beyrouth, les enseignants ou les chercheurs sont sensibilisés. Mais toujours dans la même veine, pensez-vous que tous les bibliothécaires sont attentifs à ces problèmes des revues prédatrices? Est-ce qu'il ne faudrait pas les former précisément? Oui, il faut les former, bien sûr. Je ne crois pas que partout... ouais. Alors, mesdames, c'est un travail qui vous revient. Oui, oui. Oui. Moi, je dirais que ça varie d'une bibliothèque à l'autre. On a un contexte, en tout cas au Québec, où on a de plus en plus des bibliothécaires qui se spécialisent dans les questions de communication savante, comme moi. Donc, moi, c'est mon expertise et c'est là-dedans que je navigue à tous les jours. Je ne travaille pas que sur les éditeurs prédateurs, mais je travaille avec des revues savantes, je travaille sur le libre accès. Donc, c'est un type d'expertise qui est émergent, disons, au Québec, mais qui existe depuis de nombreuses années dans le Canada anglophone ou aux États-Unis. Puis, ça nous permet de centraliser l'expertise et de devenir un soutien aussi pour les autres bibliothécaires à l'intérieur de l'institution. Donc, c'est un travail de collaboration à ce moment-là. Et petit à petit, les autres bibliothécaires développent aussi leur expertise et peuvent répondre directement là, aux demandes. Merci. Oui, Hervé. Juste un petit commentaire. Moi, je rajouterais que je pense que les documentalistes, les bibliothécaires sont plus armés et plus formés que les chercheurs eux-mêmes. Oui. Vous avez tendance à dire qu'ils ne sont pas très bien, qu'ils ne savent pas tous, mais ils sont quand même meilleurs que les chercheurs. D'accord. Sur le domaine des revues prédatrices. Yves, oui, j'aimerais apporter un commentaire parce qu'il y a deux choses qui ont été dites à l'heure actuelle et puis je suis entièrement d'accord avec ça. Un, c'est effectivement, chez nous, à l'Université Laval, en tout cas, puis je le vois un peu dans d'autres universités, les chercheurs et les gens, le personnel enseignant, en tout cas ceux qui sont sujets à être pris par ces questions-là, sont sensibilisés. C'est un fait. Deuxièmement, effectivement, je pense que de réfléchir à monter des formations pour les bibliothécaires de façon générale, je pense qu'effectivement, ça serait vrai et puis ça serait très utile parce que les bibliothèques et les bibliothécaires n'ont pas la même sensibilité face à ces questions-là. Mon point est celui-ci, c'est que quand tu es pris dans le feu de l'action,
t'oublies. Et personnellement, même si moi, je navigue là-dedans beaucoup plus depuis quelque temps, quand arrive le moment des subventions, par exemple, là, je regarde mes affaires, ah ouais, là, ça, il faudrait que je me dépêche à publier ça. Et là, dans mon esprit, s'installe une machine à écrire et je me dis, où est-ce que je pourrais le sortir assez vite? Et là, je fais mes recherches de mots-clés et c'est comme ça que moi, personnellement, je me suis fait prendre une fois. Une chance, je ne me suis pas rendu jusqu'au bout parce qu'un ami pneumologue, il m'a ramené, il dit, non, il dit, va pas là pour telle et telle raison. Tu sais, ça fait que le visuel est important. Hein? Donc, c'est une des raisons pour laquelle on a fait ce petit dépliant-là. Et j'avais même l'idée à un moment donné qu'on fasse des posters plus grands puis qu'on les placarde. Je ne sais pas, moi, dans les centres de recherche chez nous, on a des endroits réservés où on peut mettre de l'information pour tout le monde. Tu sais, tu mets un 11 par 14 collé là-dedans, là, qui te met en garde sur les revues prédatrices. Fait que même si tu n'es pas dans le feu de la... C'est-à-dire, même si tu n'es pas préoccupé par ces questions-là tous les jours, ben, si tu le vois plusieurs fois par semaine parce que tu passes dans ce corridor-là, ben, quand ça va être arrivé à toi, puis tu vas avoir besoin de publier, tu vas être pressé, instinctivement, ça va te revenir en tête et tu vas faire attention à ça. Donc, oui. Je pense qu'il faut qu'on fasse un effort sur le visuel. Mm-hmm. Si je peux ajouter un commentaire, ça vous rappelle aussi que vous avez du soutien dans le poster. Donc, on donne différents trucs, mais on réfère aux bibliothécaires qui peuvent soutenir. Donc, c'est un aide-mémoire de se rappeler qu'il y a des revues dont il faut se méfier. Et si on a besoin d'aide, il y a du soutien dans l'institution par les documentalistes ou bibliothécaires. Il faut simplement rappeler, puisque vous parlez des posters et du dépliant, et ils sont à diffusion libre, donc si vous voulez en disposer, si vous n'avez pas le lien, n'hésitez pas à nous le demander, Maï, Maud ou nous, on pourra vous l'envoyer. Hervé. Oui, on a dit que c'était Elsevier, M. Masson-Elsevier qui l'avait fait, mais en fait, c'est au nom du syndicat de la presse médicale française, et à ce titre, le syndicat, effectivement, l'offre et le donne. Hein. Donc, toute revue peut le prendre, ce n'est pas une revue Elsevier qui peut mettre ça dans ses publicités. Vous auriez, vous, des revues et voudriez le mettre dans votre revue comme publicité, ça ne pose aucun problème, il faut être bien clair. Hein. Oui, c'est un accès libre, absolument. J'aimerais peut-être revenir sur un point que Hervé a développé à la toute fin. C'est celui de la responsabilité. C'est-à-dire que s'il y a des revues prédatrices, c'est parce qu'il y a des gens qui publient, il y a des gens qui se font prendre, mais il y a aussi des gens, comme Hervé disait, qui à un moment donné cherchent peut-être des moyens de faire de l'argent rapide. Et allez, bingo, dans une nuit, on crée un lien URL, une fausse revue, on change un S, puis ou on le déplace, et puis voilà, bingo, on a notre revue. Mais à quelque part, ces gens-là, ils ont besoin d'argent pour fonctionner. Les chercheurs qui publient là-dedans, ben, ils fonctionnent dans des instituts, ils sont dans des CHU, ils fonctionnent. Bon, une fois, ça peut aller, mais quand on prend une habitude de publier dans des revues bidons comme ça, là, puis je ne veux pas nommer de nom, mais on pense tous à certaines personnes peut-être, comment on peut les arrêter, ces personnes-là? Hervé, tu as la réponse? J'ai pas la réponse, mais j'ai vu une équipe, et c'était en Côte d'Ivoire, qui avait un premier papier dans une revue prédatrice qui avait payé 200 $. Puis comme ça a bien marché, ils resoumettent à la même revue, et la revue demande 400 $. Alors là, ils comprennent pas. Bon, ils publient un deuxième article, et puis ils continuent à resoumettre à la revue, et là, ils demandent 800 $. C'est là qu'ils m'ont consulté, et que je leur ai dit, donc les revues prédatrices aussi jouent avec ces gens-là, hein, mais j'ai pas exactement la réponse à ta question, Yves. Il faut voir où va l'argent et comment. Hein. Si je peux me permettre, en fait, il y a aussi une problématique quant à l'évaluation des chercheurs. Les évaluations, on évalue les chercheurs selon des indicateurs de performance basés sur la quantité.
Alors, il y a toute une remise en question aussi de la façon d'évaluer les chercheurs qui est en cours actuellement. Peut-être vous avez déjà entendu parler du protocole de Dora, auquel plusieurs institutions en Amérique du Nord, notamment, je ne sais pas, je pense aussi des institutions européennes ont adhéré et qui souhaitent remettre en question, par exemple, le fait qu'on puisse évaluer un chercheur avec son indice H ou des facteurs quantitatifs plutôt que qualitatifs et des facteurs quantitatifs uniquement basés sur la publication. Donc, la vie d'un chercheur, c'est plus que la publication, vous le savez très bien. Donc, voilà. Donc, peut-être qu'avec ces réflexions-là, on arrivera à contrer ces phénomènes-là, mais c'est sûr que ces phénomènes-là sont des conséquences notamment de ce type d'évaluation-là. Hervé nous a dit tout à l'heure que certains chercheurs ou certains scientifiques se faisaient piéger par des revues prédatrices parce qu'ils se retrouvent dans des comités de rédaction alors qu'ils n'ont absolument pas cherché à y être et ils ont les pires difficultés à en sortir. Est-ce que une revue indexée n'est pas prédatrice? Peut-on trouver des revues indexées, des revues prédatrices dans les revues indexées? Malheureusement, oui. Ah. Mais quand on parle d'indexer, il faut se poser la question, là, ça devient très complexe, là, de quelle base de données, de quel index on parle. Et effectivement, PubMed a été populé par des revues prédatrices. Et tout simplement à cause du modèle d'intégration des articles dans PubMed. Donc, il faut être prudent, il faut faire attention surtout à l'outil PubMed Central, qui est un sous-ensemble de PubMed. Mm-hmm. Et il y a un article d'ailleurs qui est paru là, récemment sur le sujet. C'est le modèle en fait qui a été mis en place par les organismes subventionnaires américains. Lorsqu'on reçoit des sous de la NIH aux États-Unis, on peut déposer son article dans PubMed Central. Et rien ne nous empêche de publier cet article-là dans une revue prédatrice. Et par la suite, c'est l'auteur qui dépose lui-même dans PubMed Central. Donc, il n'y a pas de vérification au moment où l'auteur dépose l'article pour vérifier si il a utilisé ses fonds de recherche pour publier dans une revue prédatrice. Donc, c'est là que le problème se situe. C'est un petit peu inquiétant ce que tu dis, Maud. C'est-à-dire c'est un va-et-vient finalement entre PubMed Central et le chercheur qui publie dans une revue prédatrice et ensuite va le basculer sur PubMed, c'est ça? Oui, en fait, c'est pas un va-et-vient vraiment, mais en fait, c'est que le chercheur qui est financé par la NIH doit déposer son article dans PubMed Central. Mm-hmm. Et si le chercheur a publié dans une revue prédatrice, il est légitime d'aller déposer dans PubMed Central. Et le problème, c'est que la vérification ne se fait pas au moment où on donne les sous au chercheur, on ne lui dit pas, ben, tu ne peux pas publier dans une revue prédatrice. On n'a pas de contrôle à ce niveau-là. Hervé, tu hochais de la tête. Non, je hoche de la tête. C'est extrêmement complexe à expliquer tout ça. Je crois qu'il faut garder à l'esprit que dans PubMed, il y a moins de 1% des revues qui peuvent être prédatrices. C'est quand même petit, hein, d'accord, Maud, hein? Oui, mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que ça existe. Et de simplement aller vérifier l'indexation, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi être attentif à d'autres éléments. Oui, enfin, c'est quand même une première barrière en quelque sorte. Si c'est moins de 1%, mais ce n'est pas suffisant, c'est ce que vous voulez dire. Oui, et même dans Web of Science, on a vu des revues qui avaient en fait passé la barrière tout simplement parce qu'elles avaient été rachetées en fait par des groupes d'édition qui étaient prédateurs. Donc, ce qui est à retenir, c'est de développer son esprit critique au-delà de la simple liste. Il faut aussi vérifier d'autres... C'était le sens de ma question, oui. Yves, prends le relais, Yves. Oui, mais je pense qu'en fait, la difficulté dans tout ça, c'est qu'il n'y a rien de cloisonné. C'est-à-dire qu'on est dans une ère, dans une époque où, pour toutes sortes de raisons, bonnes ou pas bonnes, on nous demande
on nous demande de rendre les données scientifiques accessibles le plus rapidement possible, au grand public, j'entends. On nous demande que tout ça, ça se fasse un peu gratuitement. En fait, le public a accès d'une façon gratuite, mais ce n'est pas gratuit parce que tout ça, quelque part, il faut que ça se paye. Et donc, c'est nous, à quelque part, quand on publie, qui le payons. Et donc, il y a peut-être certaines contraintes qui sont associées à ces phénomènes-là, qui peuvent conduire des gens à dire, écoute, publier 3 000 $ dans une revue parce qu'elle est en libre accès, ben moi, j'en ai rien à foutre parce que c'est pas ça que j'ai besoin. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ben, tantôt, Étienne l'a comme un peu effleuré. Il y a le contexte dans lequel on est. Puis le plus bel exemple, c'est celui dans lequel on est depuis 1 an, celui de la pandémie, a fait en sorte qu'il y a eu une avalanche de publications reliées à la COVID comme ça ne s'est jamais vu. Et il y a des gens là-dedans qui se sont, comment je dirais poliment, qui se sont glissés et qui ont publié un peu n'importe quoi et qui ont envoyé ça à des très grosses revues, entre autres, je ne veux pas en nommer rien, mais ils ont envoyé ça à des très gros journaux. Et là, les journaux étant en compétition les uns avec les autres, on dit, ben moi, je dois être le premier, allez hop, je prends ça, puis je le publie. Puis 3 semaines après, 1 mois après, ben là, on se rend compte que c'était rien, et donc là, tu rétractes. Donc, tout ça, ce sont des phénomènes qui sont liés et qui sont interdépendants et qui sont, comme disait Hervé tantôt, horriblement complexes à décortiquer. C'est pas évident du tout. Alors, dans les questions, pardon, Hervé, tu voulais rajouter quelque chose? Non. Dans les questions, il y en a une qui me paraît importante, elle est la suivante. J'aimerais savoir si par inadvertance, je publie dans une revue prédatrice, est-il possible de retirer l'article et le publier dans un journal adéquat? C'est-à-dire qu'il y a 2 niveaux de questions. Et est-ce que cela fait vraiment une tâche, entre guillemets, dans mon CV de chercheur? Je vais me permettre, si Maud me laisse faire, et Maï, de répondre. Ouais. J'ai 3 fois réussi à faire retirer des articles de revues prédatrices en assistant des auteurs. On n'y arrive pas toujours. Les 3 fois où j'y suis arrivé, ça a été extrêmement compliqué. Premièrement, quand vous écrivez à une revue prédatrice, est-ce que vous pouvez enlever mon article? Vous recevez immédiatement un email en vous disant ça va vous coûter 200 $. Là, il ne faut pas payer. Hein. Et ensuite, les 3 cas que j'ai eus, ça ne s'est terminé que par des emails très agressifs, menaçants, disant qu'on allait parler à nos avocats, et ça ne peut pas se faire en douceur. Donc, c'est extrêmement compliqué et c'est rare. Alors, est-ce que si je l'ai retiré, je peux publier dans un journal adéquat? Oui, j'aurais tendance à dire d'être transparent avec le journal, de lui dire je me suis fait prendre et je l'ai enlevé, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. La republier en l'ayant dans une revue prédatrice, c'est assez complexe. La plupart des revues font très attention à ça. Est-ce que cela fait vraiment une tâche dans notre CV? Alors là, je vais parler de l'expérience française, hein, et je ne connais pas autre. Il commence à y avoir, notamment en médecine d'urgence, des CNU, les comités des universités, qui cherchent dans les CV les revues prédatrices et qui donnent des points négatifs. Ça fait 2 ans que ça marche dans une discipline, c'est très rare, c'est pas encore fait, mais si vous me demandiez dans 5 ou 10 ans, est-ce que ça va faire tâche sur un CV, je vous répondrai oui. Mais aujourd'hui encore, ça passe dans certaines... Voilà, j'ai été peut-être complexe, Maud ou Maï, si vous voulez rajouter. Non, ça va, c'est très clair. Yves? Non, moi, ça va. Je pense que, écoutez, je pense qu'on pourra en parler pendant des heures et des heures et des heures, mais je pense que si on veut dire un mot, c'est prudence. Et je pense que c'est le mot à retenir, hein? Prudence, même quand on est pressé de prudence. Oui, Hervé? Je m'excuse de reprendre la parole. Ah non. Il ne faudrait pas croire que le monde, il est les bons et les mauvais, c'est-à-dire les revues légitimes et les revues prédatrices. Parce qu'au milieu, il y a une espèce de très grosse zone grise de revues prédatrices qui deviennent très professionnelles et on a l'impression qu'elles font du bon travail.
Et il y a un certain nombre de groupes comme ça. Et puis, il y a aussi des revues légitimes qui ne travaillent pas très bien. Ouais. Donc, si vous voulez, le monde n'est pas aussi binaire qu'on l'a décrit. Il se passe des choses dans une zone grise. Ça, c'est quelque chose qui est aussi complexe. Maude? Oui, j'aimerais ajouter à ça, Hervé, dans cette zone grise-là, il y a aussi des revues légitimes qui ont peu de moyens. Et c'est difficile d'atteindre des très hauts standards en termes de publication savante, ne serait-ce que de la façon dont on se présente sur le site web, d'être indexé dans des bases de données prestigieuses. Ça prend beaucoup de ressources. Et les revues qui ont peu de ressources peuvent avoir de la difficulté à y arriver. Donc, l'importance de cette zone grise-là que vient de souligner Hervé, et je trouve que c'est très important de le souligner. Là. Oui, mais Maude, là, tu touches à un autre problème. Tu dis les revues qui ont peu de moyens. Et c'est vrai que c'est une difficulté pour, admettons, un chercheur qui vient d'un pays à faible revenu, appelons-le comme cela. Il arrive avec des publications qui sont faites dans son pays ou dans des pays voisins, c'est-à-dire des revues qui ne sont pas référencées, pour dire les choses. Est-ce que ce sont des revues qui ont peu de moyens sans être référencées? Il y en a des bonnes. Est-ce que ce sont des revues prédatrices? C'est très difficile de différencier tout cela. Yves, tu peux le citer. Tu me disais il y a quelques jours que tu avais épluché le CV d'un candidat pour un poste de recherche au Québec et tu avais les pires difficultés à savoir ce que valait son CV. Oui, effectivement, j'avais le CV de la personne et la personne postulait pour une bourse, etc. J'étais l'expert réviseur de ce dossier-là. Et puis, la personne avait un certain nombre de publications. Puis quand je regarde ces publications-là, je ne les connaissais pas. Ben, attends, je vais cliquer sur une pour voir qu'est-ce que c'est. Et là, je tombe sur ResearchGate. Ah, bon, non, ça doit être une erreur. Je reclique sur une autre, encore sur ResearchGate. Je n'ai jamais été capable de trouver la publication ni la revue. Jamais été capable. Et cette personne-là postulait pour une bourse au Québec. C'était un étudiant étranger qui postulait pour une bourse au Québec. Donc, effectivement, ça peut arriver. Ce que Maud dit, c'est vrai. C'est malheureux, mais c'est vrai. Mais bon, si je veux dire... Alors, peut-être, Hervé, il faut peut-être préciser les choses concernant les préprints. On sort du domaine strict des revues prédatrices, mais quelle est la valeur d'un préprint? Je ne voudrais pas être trop long parce que la question, merci pour la question. Quand on est un bon politique, on dit merci pour la question et vous avez bien fait de la poser. Là, il faut commencer comme ça. Le préprint, c'est un manuscrit qui est la propriété de l'auteur et qui n'a pas été soumis à une revue ou va être soumis à une revue. Et c'est un manuscrit qui est déposé sur des entrepôts d'accès libre et il en existe au moins 50 ou plus. Donc c'est la propriété de l'auteur et c'est le manuscrit que j'ai mis en ligne pour vous montrer ce que j'ai déjà fait. Il se trouve que des institutions dans beaucoup de pays acceptent de citer les préprints sur les curriculum vitae. Hein. Mais le préprint, il n'a pas eu la revue par les pairs de la revue, et il n'a pas eu non plus la correction orthographique ou mise en page de la revue. Donc, il faut, si on le référence, citer que c'est un préprint, dans la référence obligatoirement, et puis il faut que la communauté comprenne que le préprint n'est pas quelque chose qui a été évalué, donc ça doit être pris avec précaution pour la valeur du préprint. C'est ce qu'on appelait les articles apparaître autrefois. Mais apparaître, ils étaient parfois acceptés par la revue. Quand on mettait apparaître, ça veut dire que oui. Ou ils n'étaient pas acceptés, voire refusés. Même. Voilà, dans les vieux mondes. Hein, mais mettons-nous dans le monde de 2021. Oui. Oui. Je ne sais pas, Maud ou Maï, j'ai été à peu près clair. Difficile. Si vous voulez, on peut peut-être faire une dernière question avant de clore, parce que je la trouve intéressante. Elle nous vient de Wamaima. Elle dit ceci. Bon, tout d'abord, je vous remercie pour cette formation pertinente. Ma question est celle-ci. Quels sont les meilleurs journaux dans lesquels nous pouvons publier dans le domaine de la biomédecine? Je peux peut-être tenter une réponse. Je vous dirais qu'en ce moment, dans le domaine de la biomédecine,
Je me tromperai peut-être pas si je dis qu'il y a au-delà de 1000 différents journaux dans lesquels vous pouvez publier. Et la dernière fois que j'ai regardé ça, je pense que je dirais qu'on est plus vers 1500. Je pense que je pense que le plus important, c'est de chercher à l'intérieur de ces journaux-là lesquels se rapprochent le plus de votre sujet de recherche, premièrement. Deuxièmement, est-ce que, comme May le disait, le journal en question est référencé? Est-ce que quand vous regardez le journal, vous voyez qu'il y a un comité éditorial de montée? Habituellement, quand vous ouvrez les premières pages, vous voyez le comité éditorial et les éditeurs associés, parce que quand vous soumettez votre revue à l'éditeur en chef, lui, il va prendre ça, il va dire, OK, c'est de l'expertise de Monsieur X qui est dans mon listing éditorial associé. Il va lui référer. Cette personne-là va regarder ça, va dire, OK, c'est bon ou non, c'est pas bon. Si elle dit non, c'est pas bon, elle va dire pourquoi. Et puis là, ben, vous allez être rejeté, mais vous allez savoir pourquoi. Si elle dit oui, c'est bon, à ce moment-là, elle va l'envoyer habituellement à 3 personnes qui sont des réviseurs du sujet pour lequel vous cherchez à publier. Et là, Hervé l'a dit, habituellement, ça prend 6 semaines. On laisse 6 semaines aux réviseurs pour rendre leur rapport. Et après ça, c'est retourné à l'éditeur associé qui va dire, OK, j'ai 2 sur 3 qui disent que c'est bon, j'accepte. J'ai 2 sur 3 qui disent que c'est pas bon, je refuse. Ou encore, ben, écoutez, c'est bon, mais avec correction ou avec des choses à modifier ou à dire un peu différemment, etc. Donc, vous allez recevoir un rapport. Et puis après ça, ben là, vous allez répondre à ces questions-là, retourner votre manuscrit en révision. Et là, il va être habituellement 95% accepté. Et ce processus-là, ben, écoutez, on peut mettre dans le meilleur des cas, mettons 2 mois. Mettons 2 mois, ça prend à peu près 2 mois pour faire tout ça. Puis avant que le préprint sorte et puis que vous soyez une presse, ça prend encore un autre 3-4 mois. Donc finalement, on se rapproche des 7-8 mois dont Hervé parlait tout à l'heure. Moi, si je peux donner un exemple qui m'est arrivé personnellement, bon, moi, je suis dans le domaine de l'endocrinologie. Donc, si on regarde dans le domaine de l'endocrinologie, il y a 2 revues majeures. Il y a la revue qui s'appelle Endocrinologie et il y a une autre revue qui s'appelle Journal of Clinical Endocrinology Metabolism and Endocrinology, JCEM. La revue JCEM prend strictement des études humaines, alors que la revue Endocrinologie va prendre les deux, des études humaines et des études dans des modèles animaux. Et à un moment donné, j'ai envoyé un texte et c'était une étude dans un modèle animal. Je l'ai envoyé à JCEM. JCEM, j'ai tout fait le processus. JCEM a accepté ma publication, mais au moment où je ne sais pas trop quoi, c'est rentré dans le processus de l'INPRES. Alors là, j'ai reçu un truc de l'éditeur. Écoutez, dans un modèle animal, et si vous voulez, on peut vous transférer en endocrinologie. J'ai dit d'accord, transmettez-moi en endocrinologie. Et là, ça a pris même pas une journée et j'ai été accepté dans endocrinologie. Donc, ça, c'est un cas un peu particulier parce que le processus de révision avait été complété, mais pas dans la bonne revue. J'étais juste dans la revue humaine alors que j'aurais dû être dans la revue humaine et modèle animaux. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Maude est obligée de nous quitter. Elle nous avait prévenu. Merci Maude pour ta participation. Est-ce qu'il y a un autre commentaire? Je ne vois pas d'autres questions. Moi, je vais dire à propos de la question aussi concernant est-ce qu'il y a des revues en biomédecine. Souvent, je reçois des chercheurs qui me demandent est-ce qu'il y a par exemple, qu'est-ce qu'il y a comme revue là où je peux publier en dentisterie restauratrice, par exemple. Moi, je dis dentaire parce que le public dentaire, de plus en plus, ils sont en train de publier. Ils viennent souvent à la bibliothèque. Alors, dans Scopus, ce que j'ai montré avant sur le site de Scopus d'Elsevier, il y a un moyen, au lieu de mettre source title, j'ai montré avant, on peut mettre subject title. Si je mets sujet et je mets à côté le nom de mon sujet, biologie médicale par exemple,
il va me donner un relevé, une liste des revues à publier. Et là, ils peuvent chercher, suivant le site score, lequel choisir, parce que souvent, il y a des revues, des articles refusés, comme Yves est en train de dire. Il y a beaucoup de revues, de refus de publication. Ils vont choisir le site score le moins de 0,1, de 1,1, je ne sais pas combien. Alors ça peut aider dans Scopus de retrouver la liste des spécialités de revues à publier. Merci. Ouais. Bien. Merci. Eh bien, écoutez, ça fait plus d'une heure que nous sommes autour de cette table. Yves, si tu veux commenter ou clore cette discussion. Je vais remercier nos 3 orateurs et puis remercier aussi Daniel Rodriguez, même s'il était absent, il est partie prenante de tout ce qui s'est dit en ce moment et il a travaillé très fort, entre autres, à la publication de ce que Maud a présenté en fin de présentation sur les revues prédatrices. Avant de vous quitter, de vous remercier tous, je voudrais juste peut-être en profiter pour faire un petit peu de publicité, pour rappeler que le 24 mars prochain, excusez-moi, nous avons une conférence, mais là dans un tout autre domaine. Et c'est une conférence qui va traiter des inflammations des césariennes, état des lieux, conséquences et solutions, surtout versus l'Afrique subsaharienne. Le lendemain, le 25, nous avons une conférence COVID, donc aussi en collaboration avec l'AUF. Le docteur Vincent Maréchal va nous parler des variants de SARS-CoV-2 avec un aspect un petit peu, je dirais, biologie moléculaire. Le 1er avril, nous avons encore une conférence en lien avec la pandémie. C'est une professeure de l'Université de Montréal et psychologue, la professeure Kim Lavoie, qui va nous parler de l'hésitation à la vaccination. Donc voilà pour les 3 prochains rendez-vous. Ceux qui sont intéressés, vous allez recevoir les liens via le bulletin qu'on publie mensuellement ou si vous êtes sur les listes de l'AUF ou de la CIDMEF. Et si par hasard vous étiez sur aucune des listes et que vous vouliez être inclus, ben, soit nous envoyer un courriel à moi ou à Étienne et puis on va se faire un plaisir de vous inscrire. Donc sur ces quelques mots, je remercie tous ceux qui sont restés avec nous. Encore une fois, mes 3 orateurs et mon collaborateur dans cette aventure, le professeur Lemay. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.